Sur Taxi FM, l'info roule. 93.1, Taxi FM. Retour en studio, mais d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques, le journal Alternative, mais d'abord le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin évoque des révélations, affaire Bikenti Maranatha, l'enquête de la gendarmerie confirme un match truqué. Le confrère nous propose d'ailleurs l'intégralité du rapport. Vous lirez cela dans le quotidien Liberté, dans les kiosques ce matin. Dialogue en vue, écho des préparatifs. La coalition de l'opposition reste ferme sur les préalables. Le journal en fait cas. Et puis conduits pétroliers entre janvier 2015, produits pétroliers, entre janvier 2015 et octobre 2017, près de 10 milliards de francs CFA gérés en toute dérogation par Francis Adjakli et son comité. Vous lirez l'article dans le journal Liberté. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Chiffres sur les manifestations publiques dans ces délires paranoïaques quand Éric Dupuis s'illusionne à propos du ministre Yark. Vous lirez l'article à la page 3 du quotidien Forum de la semaine pour les détails. Politique encore, docteur David Iou exhume la Constitution de 1961. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis le processus du développement au Togo, la gente féminine se mobilise pour son amplification. C'est dans le quotidien Forum de la semaine. Le billet hebdomadaire l'alternative, Togo, médiation, Macron demande à Condé de laisser le champ libre à Akufo-Addo. Les détails sont dans le journal. Et puis les dessous de la rencontre entre François Bokor et Nana Akufo-Addo à Londres. Le confrère l'alternative en parle. La crise politique avec Togo debout, vent debout, finalement, qui appelle au changement de régime. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis aussi cette enquête de la gendarmerie nationale, match Bikenti Maranatha. Voici l'intégralité du rapport de l'enquête de la gendarmerie nationale. Vous lirez l'article donc sur le rapport à la page 4 du billet hebdomadaire, l'alternative. Et puis SOS, libérer les membres du mouvement Noubweke. C'est le cri d'alarme de notre confrère ce matin. L'Union pour la patrie, avec un délai de prescription fixé à 4 ans, l'État rembourse ses créanciers classés en 3 catégories. Les détails sont dans le journal. Et puis, mise en œuvre du projet d'eau et assainissement phase 1, l'UE à l'évaluation à mi-parcours et aux enseignements de qualité. C'est à lire dans le journal. Et puis, un sujet également lié donc à la pêche, beaucoup plus contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Des inspecteurs de la police des pêches dopent leurs connaissances. C'est dans le journal L'Union pour la patrie. Il y a Vérité des peuples aussi dans les kiosques. Rencontre à Paris entre l'opposition et le président guinéen. L'opposition et Alpha Condé ont convenu de la nécessité de créer un climat d'apaisement pour un dialogue. Les détails sont dans le journal. Et puis Fornia Singbe favorable aux discussions. Pour dialoguer, il faut être deux. Ma seule voix ne suffit pas, a déclaré le président de la République, Fornia Singbe. Et puis tournée de sensibilisation de l'UMT et les cadres musulmans. Les imams ont été entretenus sur les valeurs de l'islam. C'est dans le journal Vérité des peuples. Il y a aussi le journal Canal D qui est dans les kiosques. Canal D évoque la résolution de la crise politique. Quelles conditions pour un dialogue réussi? C'est à lire dans le journal. Et puis, crime contre l'humanité avec la vente d'esclaves noirs en Libye. Au-delà du tollé général, la compassion hypocrite de l'Occident. C'est ce que le confrère a écrit ce matin. C'est le journal Canal D. La lanterne crise togolaise, Faure Gnassingbé prend de court l'opposition. Il réaffirme à Abidjan son engagement pour la tenue du dialogue politique. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Alpha Condé à l'international et Emmanuel Macron qui évoque donc l'esclavage en Libye et le Togo. C'est dans le journal. Et puis capitulation de Robert Mugabe, les leçons à tirer. Le journal à lanterne l'évoque. Et puis
Le dernier journal avec nous ce matin, c'est l'éveil de la nation. Togo, sortie de crise, les voies du dialogue sont balisées, écrit le journal. Délégation de l'opposition reçue par Condé à Paris. La présence d'Daniel Mambo aux côtés de Fabre et Tikwi fait grincer les dents dans certains états-majors, écrit notre confrère qui nous enseigne que, eh bien, à Sokoré, il se passe des choses avec beaucoup plus au niveau des manifestations politiques et violences à Sokoré. Les chefs cantons prennent leurs responsabilités. Les grands ou les grands des us et coutumes appellent à la non-violence. Voilà le journal L'éveil de la nation. Ces journaux que vous retrouverez chez vos marchands de journaux ce matin. Taxi Presse. Retour en studio avec mes confrères Abi Alpha Isotou, le patron de l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Bonjour Abi. Bonjour confrère, bonjour à ta relation, à tous celles qui nous écoutent. Vous avez fait un beau voyage. Ça s'est bien passé. Parfait. Merci quand même de nous être revenus sains et saufs. Bonjour Loïc Lawson. Bonjour Eric Gator et bonjour à tous les passagers du taxi. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle juste que vous êtes le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Ferdinand Haïté. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis de la plateforme. Très bien. Alors, on va commencer avec le sport, le football, et vous semblez réveiller cette plaie, puisque le championnat de foot au Togo a démarré depuis une journée. On connaîtra la seconde journée ce week-end. Mais ce matin, avec vos confrères de Liberté, vous publiez l'enquête du SRI. La gendarmerie nationale qui a enquêté autour de ce match qu'on soupçonnait. Je rappelle juste qu'à la dernière journée du championnat passé, Bikenti a battu Maranatha 11 buts à 0 et ça a révélé des soupçons. L'enquête que la fédération a demandée au niveau de la commission, la chambre juridictionnelle a montré qu'il n'y avait rien, un non-lieu. Et puis ce matin, vous sortez l'enquête de la gendarmerie. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu match truqué selon cette enquête? Bon, c'est pas à nous de le dire explicitement. Lorsque les gens vont jeter un coup d'œil sur le dossier, vont lire les péripéties de l'enquête, ce que l'enquête révèle, chacun se fera son opinion. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'était pas vraiment claire. C'était la dernière journée, je crois la 26e journée, le 28 mai à Bassa, où il y a eu un match entre Maranatha et Bikenti de Bassa, un match qui s'est soldé par 11 buts à 0 et donc des gens ont rapidement soupçonné un match truqué. Ça a déchaîné les passions, oui. Ça a alimenté les débats pendant des mois. La fédération elle-même s'est mélangé les pinceaux. Finalement, c'était devenu quelque chose de difficile à dénouer. Au point que, bon, finalement, la fédération a fait marche arrière parce que, bloquée par les différentes procédures de ces instances juridictionnelles, et on a repris le championnat, et on a réhabilité les équipes, on a repris le championnat, on a même ramené les équipes à 16. Et aujourd'hui, cette enquête sort. D'abord, l'idée, c'est d'abord... Il y avait des rumeurs que la fédération avait diligenté une enquête. Est-ce que c'était légal, c'était pas légal? Est-ce que la fédération devait avoir recours à la gendarmerie pour faire une enquête? Aujourd'hui, avec la sortie de ce dossier-là, on sait désormais qu'il y a une enquête que la fédération avait diligentée par la gendarmerie. Et puis ensuite, les faits ont été relatés depuis le début, ce qui s'est passé jusqu'au match. Et jusqu'à la fin du match, il y a eu des témoignages, des gens qui ont parlé, des gens impliqués directement. Et donc, c'est quand même
une enquête de 10 pages qu'on a publiée ce matin qui permettra à l'opinion de se faire une idée de ce match-là, mais aussi à la fédération de prendre des mesures pour que ces genres de choses ne se répètent plus, parce qu'on vient de reprendre le championnat pour la nouvelle saison. Pourquoi il y a eu tant de failles, pourquoi le dossier a été mal géré, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça. Donc il revient aujourd'hui à la fédération de tirer les leçons de tout ça, parce qu'il y a eu des commissaires au match qui, dans le rapport, dans l'enquête, les gens le verront, il y a eu les arbitres, il y a eu tout ça, pourquoi on a laissé tant faire. Et donc c'est aussi une idée qu'on doit avoir de comment se joue le football dans notre pays, et ce qui fait que bon, on n'a pas des équipes compétitives parce que des choses s'arrangent entre acteurs et tout. Donc c'est un pays de fraude, hein, depuis le sommet jusqu'au bas sommet. Donc même le football n'y échappe pas. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Après on se plaint que le Togo n'a pas véritablement d'équipe, mais quand vous jouez comme ça et que vous arrangez les choses entre vous, il n'y aura jamais d'équipe dans ce pays. Donc voilà la quintessence de l'enquête. Maintenant il revient à chaque acteur, surtout les acteurs de football, de lire cette enquête-là et de voir s'il y a maintenant match truqué ou pas, parce que quand l'histoire a commencé ici, chacun avait immédiatement son camp. C'est allé dans tous les sens. Maintenant, cette enquête viendra situer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé. Oui, ça, c'est les services des renseignements togolais qui ont quand même fait cette enquête et qui ont révélé que, eh bien, en tout cas, le confrère Liberté lui laisse en bas à la une. La conclusion est, il conclut immédiatement que l'enquête de la gendarmerie confirme un match truqué. Oui, c'est la conclusion de l'enquête. Que le match a été bien truqué. Le 11-0 entre Bikenti et Maranatha. Loïc Lawson, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et il faut dire d'abord que c'était flagrant. Tout le monde, dès le début de cette histoire, c'était flagrant. Tout le monde avait compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui s'est mal passé, il y a quelque chose qu'on a fignolé. Mais sauf que la fédération a mis les pieds dans les plats très vite. Elle a pris des mesures, des sanctions, et finalement, elle s'est embourbée, elle était obligée de revenir au finish. C'est-à-dire la sanction n'a pas pu être appliquée, puisqu'au finish, les clubs ont été maintenus. En tout cas, n'ont pas été sanctionnés. Mais moi, aujourd'hui, je suis content qu'une enquête de la gendarmerie, et Liberté, lui, le confirme, Ferdinand a apporté des gants. Moi, j'ai su laisser les faits. Oui, voilà, juste laisser les faits, parce que c'est cette même gendarmerie qui, habituellement, nous critiquons ici pour ces enquêtes qui sont souvent biaisées. Maintenant, on ne sait pas si par rapport au football, au moins, c'est une enquête sérieuse. C'est pour ça que je dis, Ferdinand, au moins, a tenté de rester dans sa ligne pour dire chacun n'a qu'à se faire une idée de ça. Il n'a pas dit que c'est bon ou que c'est mauvais. Bon, maintenant, de tout compte fait, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et que, ben voilà, c'est des choses qui ne font pas du bien à notre football. Les magouilles, c'est un peu partout dans le pays. C'est c'est finalement la société togolaise. Oui, c'est Abbas Saïbou, le directeur du Regard, que je salue au passage et le félicite pour sa thèse de doctorat qu'il a brillamment réussi. C'est lui qui a l'habitude de dire que dans le pays, tout le monde ment, tout le monde vole. Et je crois que c'est un peu cela. Maintenant, on espère que... Et honnêtement, après cette enquête que moi je dis, aujourd'hui, elle est venue en retard. Bon, la publication, même si l'enquête a été faite, aujourd'hui, elle n'a aucun effet sur... Elle n'a pas eu d'effet sur la suite. Il semble que légalement, il n'était pas habilité. Il n'était pas habilité de demander une enquête de la gendarmerie par rapport au test de la fédération. Bon, tout ça, c'est ce que la commission... une des commissions a contesté en disant que c'était les obligations des commissions juridictionnelles, ce qui peut-être certainement a fait que l'enquête est restée dans les couloirs. Moi, au niveau de la chambre d'instruction, de la commission éthique de la fédération. Pour conclure, je ne saurais le dire parce que je ne maîtrise pas les tests de la fédération. Mais ce qu'il faut conclure, à comprendre, c'est qu'on fait toujours les choses à l'envers dans le pays. Je répète, une institution comme la fédération s'est embrouillée, elle est allée trop vite, et aujourd'hui, c'est-à-dire, on dira tout ça pour ça. Parce qu'au finish, même s'il y a un résultat, il n'y a pas eu une conséquence. Oui. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a eu bien fraude, il y a eu bien corruption dans ce match-là. C'est comment on t'arrête, mais si la procédure est mal ficelée, vous êtes dehors, bien sûr. Mais on a connu des gens qu'on a arrêtés ici, mal ficelés. Abi Alpha,
Je crois que c'est le temps qui donne raison. Tu sais, quand cette histoire-là s'est déclenchée, moi j'avais dit ici que le temps est le meilleur enquêteur, que chacun devait avoir raison gardée pour qu'on laisse le temps donner la vraie vérité, si je peux ainsi me le permettre. Quand à la tête d'une république, les institutions sont minées, sont virusées par des querelles de personnes, c'est de ça que ça accouche. Parce que dès que... Ici, il ne s'agit pas d'institutions, il s'agit de football. Quand on parle de ce résultat, de ce score suite à ce match, le dernier match, pas n'importe quel match, et qui a accouché d'un résultat trop beau pour être un hasard, et que dès que cela s'est révélé, les gens ont sauté sur les dispositions à prendre au point de sanctionner, de se rebiffer à la tête du football national. Ça fait problème. Ça veut dire que quelque part, des gens se cherchaient, que l'occasion est offerte, cerise sur le gâteau, il faut agir. Ils ont agi, après ils se disent que on n'a pas été légaliste, il faut revenir. Et puis finalement, quand vous allez agir demain, après avoir réuni tous les éléments, ça ne va pas faire sérieux. Tu sais, dans le football, ce n'est pas seulement au Togo. Je ne suis pas en train de dédouaner ceux qui font la fraude ici, mais les méthodes de triche ont évolué. Je ne suis pas trop... Le football, ce n'est pas ma tasse de café. Mais le peu que nous connaissions, c'est que maintenant, la triche dans le football, ce n'est pas forcément par l'arbitre, ni par le président du club. Parfois, c'est par des joueurs. C'est par des joueurs. Il suffit que Eric s'arrange pour que dans mon camp, il achète 1 ou 2 joueurs, ou bien qu'il arrive à avoir le gardien, et qu'un but précieux passe. C'est fini. C'est fini. Donc, quand tu vois les méthodes actuellement que la FIFA, la CAF s'évertue à combattre, c'est l'achat des joueurs sur le terrain. Donc, ça fait que très souvent, ces scandales passent dans le plus grand silence possible. Mais chez nous ici, les gens ont conservé les méthodes archaïques. Quand on dénonce une fraude suite à un match, on te citera le nom de l'arbitre ou bien de je ne sais pas quel président de quoi, alors que ailleurs, ce n'est plus ça. Donc, je n'ai pas encore parcouru le rapport que le confrère vient de publier, mais les informations que nous avions depuis les premiers jours de cette histoire portent à croire que la façon dont les gens ont été mouillés, tôt ou tard, ça va sortir et ça serait flagrant. Et c'est ça aujourd'hui. La gendarmerie, elle a fait son enquête. Bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des instances juridictionnelles internes à la fédération qui sont habilitées à le faire. Mais cela n'entache pas pour autant les vérités qui se révèlent dans le rapport. Donc moi je pense que c'est un mal que les gens contournaient, mais cette date avec ce match-là a été la date fatidique pour que il y ait une goutte d'eau de trop. Bon, le 20 tiré, on va voir quelle disposition la fédération va prendre. Mais c'est un peu triste que ça arrive comme ça au sommet. Tu sais, quand toutes les branches dans la gestion de la chose publique échouent, on vient quand même se déstresser dans le football. On vient se déstresser là-bas. C'est-à-dire quand partout il n'y a pas d'espoir, on se dit qu'aujourd'hui, dimanche, il y a quand même le championnat qui au stade de Kéké, on va là-bas changer de l'air. Mais quand là-bas aussi est pollué, tu vois à quoi ressemble une république. D'accord, très bien. Écoutez, monsieur, en tout cas, on renvoie nos auditeurs et les lecteurs de l'Alternative et de Liberté ce matin, donc à ce numéro-là. Aux sportifs également. C'est vrai que bon, la semaine prochaine, on va écouter les argumentaires autour de ce rapport-là pour voir si les gens vont soutenir ou si les gens vont confirmer tout ça. Je voulais avant de revenir sur la crise politique au Togo, on va peut-être placer un mot sur cette situation qui est décrite depuis la semaine dernière. C'est en Libye où la traite, où le marché des esclaves, ou le marché aux esclaves bat son plein. En Libye, on a vu la protestation unanime à travers le monde, les chefs d'État africains, en premier lieu les stars africaines, également les footballeurs, et qui sont prononcés, le cas de Samuel Eto'o, Didier Drogba également, ils sont beaucoup pleins, même les Français, les Franco d'origine africaine, on va le dire ici, comme Pogba et consorts. Loïc, vous avez été aussi ému, vous aussi vous parlerez, vous qualifierez les sorties des chefs d'État africains comme des sorties hypocrites. Oui, bien sûr. Je fais partie de ceux qui, d'abord, n'ont pas été surpris, parce que je sais
qu'il y avait un truc comme ça, comme beaucoup d'Africains sur Facebook, beaucoup en parlaient sur les réseaux sociaux à l'avance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en Libye. Moi, j'ai un jeune frère, du moins c'est un jeune du quartier que je connais, qui a pris ce risque de passer par la Libye pour atteindre l'Allemagne et qui après nous racontait comment c'était pas fameux. Et aujourd'hui, il a fallu que le CNN en parle et puis c'est le tollé général. On fait comme si on est au courant de rien au début. Nous oublions même que même l'image que CNN a balancée venait d'un jeune Africain qui a eu à leur envoyer ça. On voit des stars africaines se plaindre et il paraît que ce jeune avait déjà a eu à contacter ces stars pour leur envoyer ces images avant d'envoyer la CNN, mais ces stars, personne n'a cru, personne n'était intéressé et il a fallu que la CNN en parle et que voilà, patatras, tout le chef d'État commence par tweeter. Je rigolais quand je regardais les tweets, que voilà, ils sont scandalisés, ils sont outrés, mais j'ai dit putain, on est où là? D'abord, c'est une honte pour les chefs d'État dont les ressortissants sont dans cette histoire-là. Les Burkinabés, les Maliens, les Ivoiriens, les Togolais. Oui, parce que les Togolais, l'alternative, on a parlé, peut-être que Ferdinand va y revenir là-dessus. J'ai un frère pratiquement qui est passé par là. Et qui sont dans les ressortissants, c'est une honte. Parce que c'est en cherchant à fuir quoi? La misère que ces jeunes... Conséquent de la mauvaise gouvernance. Voilà, parce que tu sais, quand on n'a plus d'espoir, on prend tous les risques. Quand tu sais que tu vas te réveiller demain, il n'y a même pas de quoi payer à Imolou. Bon, à Imolou, pas à Imolou. Je vais parler plutôt à Kassan Zouban, à 25 francs. Mais tu dis, tu prends le risque qu'il faut. Et tu le prends, tu pars. Et le jeune, moi, donc, que je connais, dont je peux témoigner, et il se réveille sans un franc tout le matin à Blogami. Et il n'a plus le risque de partir sans aucun papier. Comme ça, pour prendre cette aventure. Mais écoutez, les gens n'ont plus rien à perdre. Le pays, il n'y a pas d'emploi dans les pays qui sont concernés. Le chômage est galopant. Vous voulez que les jeunes fassent quoi? C'est la faute à qui? Avant d'accuser les Libyens de faire de la traite négrière, il faut d'abord accuser les responsables. Nos gouvernants. Afrique subsaharienne. C'est parce que les gens ont échoué. C'est parce que les gens ont faim. Les Libyens disent quoi? Mais nous, chez nous, il y a la guerre. Et vous venez ici pour dire que vous voulez partir en Europe. Chez nous, il y a la guerre. Oui. Pourtant, chez vous, il y a la paix. Mais c'est les gens, les Togolais ou les Africains quittent leur pays pour aller dans ces pays. C'est une honte. Et c'est l'autre qui les a bien humiliés, c'est Kagame. Tu sais, il n'y a pas de Rwandais dans cette affaire. Oui. Et comme il sait qu'il n'y a pas de Rwandais, il dit non, lui, il est prêt. Comme l'Union africaine, honteusement, est en train de demander même le soutien des pays occidentaux pour pouvoir régler le problème. Kagame dit qu'il est prêt à mettre à disposition des avions pour aller les chercher, et même qu'il est prêt à les accueillir chez lui au Rwanda. Quand même. C'est de la honte. C'est une honte. En tout cas, ce sujet sera inscrit finalement à l'ordre du jour du sommet Union africaine, Union européenne, la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais Ferdinand, Abidjan, je vous donnerai la parole. Ferdinand, ça fait un an, vous avez fait un dossier quand même sur cette situation, à peu près, la migration, et les Togolais, le cas de Togolais qui ont témoigné. Oui. Mais quand je vois les gens s'agiter un peu partout sur les réseaux sociaux, changer leur profil, tout ça, faire un peu de la propagande, moi ça me fait beaucoup rigoler. Et ce dossier, on l'a traité il y a un an, et ça nous a même valu une invitation en Allemagne pour une conférence. Et on a eu une vingtaine de témoignages de Togolais qui ont réussi à traverser la Méditerranée. Bon, une vingtaine qui étaient déjà de l'autre côté, en Europe, et une dizaine qui étaient encore en Libye. Et on a pris au moins 3 à 4 mois pour avoir les témoignages, on a transcrit, on a eu les vidéos, on a publié un grand dossier, c'était tout le journal, ce jour-là. Oui. Et bon, les gens ont lu comme on lit un journal, sans vraiment savoir de quoi il s'agit ou prendre les mesures. Les gens n'ont même pas lu. C'est pas ce qui les intéresse. Nous avons décrit tout le circuit. Comment est-ce que les gens s'organisent? D'où ils partent de Lomé? Comment ils font pour arriver par le Bénin? Puisqu'il y a une station. Il y a une station d'où les gens partent. Les gens payent de l'argent pour partir. Et il y a un réseau, c'est-à-dire qu'il y a un réseau. Ce n'est pas des gens qui partent comme ça. Il y a un réseau à Lomé ici qui les convoie. Et ils passent par le Bénin, ils passent par le Nord Bénin, je crois, Malanville, tout ça, vous rentrez facilement au Niger.
tous les points où ils donnent de l'argent aux soldats pour pouvoir passer les barrières, on a cité tout ça. Ils rentrent au Niger, ils vont jusqu'à Agadez. Oui. Et à Agadez, le noyau du réseau est là-bas. Ils sont repris en charge là-bas par d'autres Trafiquants, trafiquants qui organisent maintenant la traversée du Niger, du désert. Comment est-ce que les gens meurent au désert, comment on les enterre. Et ils rentrent dans la première ville proche du Niger qui est Sabrat. Et après, ils rentrent à Tripoli où ils vont à Sirte, tout ça. Et quand ils vont là-bas, ce qu'ils font là-bas avant de partir aussi, on l'a décrit. Les gens vont là-bas, ils travaillent. Ils travaillent d'abord pour gagner de l'argent. Voilà. Ils ne partent pas d'ici avec de l'argent. L'argent qu'ils ont ici, c'est juste pour faire la traversée. Oui. Ils arrivent en Libye, ils font parfois, certains font 2 ans, certains font 1 an, 3 ans. C'est comme ça. Ils travaillent. Ils ont un marché là-bas où chacun vient exposer ce qu'il sait faire. Si tu es maçon, tu viens laisser des truelles. Si tu es menuisier, tu viens laisser des trucs. Et on vient vous solliciter. Vous travaillez. Et certains qui sont plus trapus, les réseaux de milices les enlèvent pour aller faire la guerre. Et quand ils gagnent maintenant de l'argent là-bas, ils organisent maintenant leur traversée en direction maintenant de l'Europe. Ceux qui meurent, meurent, et ceux qui survivent, survivent. Donc, on a décrit tout le phénomène. Et je pense que dans ça va intéresser personne. Je pense que dans un pays normal, où vous avez tous les services de sécurité, la station où les gens organisent le départ des gens, on aurait déjà mis les gens sur les coups, je ne sais pas quoi, pour arrêter sous ce réseau. Personne n'a rien fait. Et je peux vous dire, à l'heure où nous sommes, il y a plusieurs Togolais qui sont actuellement en Libye. Je vois les pays envoyer les avions chercher leurs gars, mais le Togo ne fait rien. Il y a plein de Togolais qui sont en Libye aujourd'hui. Mais je ne sais pas, c'est parce que bon... Donc il doit y en avoir plein aussi dans ce trafic-là, le trafic de vente d'esclaves. Il y a plein de Togolais qui sont en Libye aujourd'hui. Il ne suffit pas pour un chef d'État de faire des tweets et puis c'est fini. Ceux qui sont pressés envoient des avions. Je crois que le Togo doit envoyer aussi des avions chercher ses ressortissants. Et il y en a plein, je peux vous dire. Et le circuit est là. Les gens convergent de l'intérieur du pays au point de départ. C'est à Lomé. Oui, c'est à Lomé. Ça part de Lomé dans une station au Grand Marché et il continue. Parce que l'essentiel c'est d'arriver au Niger d'abord. C'est ça. C'était pour eux le plus. Agadez et puis la suite. Oui, Abi Alpha. Moi, je ne sais pas pourquoi ça étonne les gens. C'est vrai qu'on a vu des images choquantes. Oui, mais ça choque quand même. La conscience collective. Ça ne m'a pas choqué, s'il te plaît. C'est pas parce que. Vous n'avez pas de cœur. J'ai un cœur, mais j'ai pensé qu'il y a eu des faits plus choquants que ça qui étaient passés indifférents. Tu ne peux pas me dire que le fait qu'on vante mon frère. Aux enchères, à la crier, 300 000, 400 000, et quelqu'un vient déposer l'argent pour prendre, est plus choquant que le fait qu'un bateau de 1000 personnes coule en mer. Et que ça se passe chaque semaine et que ça ne dit rien à personne. Moi, je suis allé à Lampedusa, à quelques kilomètres de Hambourg, où j'ai fait un dossier que je n'ai pas encore publié. Il y a toute une ville dans une forêt allemande, une ville de 30 000 habitants, où la moitié des habitants, c'est nos frères qui ont quitté, qui ont pu traverser ce circuit et qui sont là-bas dans l'espoir de rentrer dans l'Allemagne, même de devenir quelque chose. Quand tu vois ce circuit-là, certains dossiers, tu ne peux pas les lire jusqu'à la fin sans pleurer. Mais ça ne disait rien à personne. Aujourd'hui, on dit qu'on voit quelqu'un 400 000 et les gens pensent que c'est un scandale. Moi, j'étais obligé de me retrouver en Nouakchott pendant 3 semaines parce que j'avais fait un dossier ici difficile contre un général qui maintenant n'est plus rien. Il devait me faire arrêter. Et vous avez fui. J'ai cherché à fuir difficilement. En plus, il y avait un voyage pour accompagner Kadhafi à Nouakchott où il avait l'habitude d'aller faire ses choses dans le désert. Kadhafi n'était pas ma tasse de café, je ne voulais pas aller. Mais pour échapper ce général, j'ai dû me retrouver là-bas et puis j'ai sauté dans le premier avion. J'ai fait 3 semaines à Nouakchott avec le directeur je donne le nom pour que vous vérifiez avec le directeur de la radio Djebel Nour. Dans Merogo qui est à côté, vous pouvez l'interroger, dites que c'est moi qui a dit. Mais on a visité à Nouakchott, puisqu'on nous a dit qu'il y a un marché là-bas, on vend les femmes. C'est-à-dire, vous faites le marché, on te vend quoi? On a dit, bon, il faut aller avec un ancien préfet, je crois qu'il est encore là, le vieux Naski. On est allé à 3, on a dit, on va aller pousser cette curiosité. C'est moi qui l'ai poussé beaucoup, on est allé, on a fait le circuit. Il y a 2 types de femmes. Il y a les arabes blanches, choses morts, et il y a les morts noirs. C'est-à-dire, tu sais que dans ce pays, il y a les noirs originaires de Mauritanie, il y a Mais tu approches la fille, si ça t'intéresse, on te montre sa patronne, tu débats le prix. Si c'est une blanche, on te donne le prix, tu paies, tu prends ta marchandise, tu t'en vas. Maintenant, si c'est une noire qui t'a intéressé, la patronne te dit de donner quelque chose.
Il n'y a pas le Simplement. prix, il n'y a pas le prix Pour la noire. pour la noire. On te dit, trouve-nous quelque chose pour amener. Donc, Il finit, je vous donne la parole. s'il vous plaît. Allez-y. Ça, là, ces pratiques se trouvent, il y a toujours ces poches de ségrégation, de racisme, d'esclavage dans les milieux que les gens connaissent. Si on veut te faire des détails de comment l'idée que Donc, certains ce concept Donc, auquel on a assisté cette aujourd'hui, semaine, parce que certains c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, parce que certains sont retrouvés dans une circonstance où on parle de vente. Mais s'il y avait la vraie gestion, est-ce que ces messieurs-là, quand tu leur fais des interviews, même dans nos rédactions, combien de fois nos gens ne viennent pas pour négocier c'est-à-dire, entre-temps, les gens appelaient ça à ticket. Ah oui, ouais. C'est ça, du genre, je suis en Allemagne, pour que j'aie le papier, il faut qu'on parle de moi dans la presse. Mal. Mais On tu parle, comprends, non? on parle du Quand régime. la personne te relate comment il est arrivé là-bas, mais il y a des trucs, c'est effarant, mais ça ne dit rien à nos autorités. Parfait. Merci Ça ne beaucoup. dit rien à nos Abdelfa. autorités. Aujourd'hui, on parle que c'est un scandale parce que certains. Mais c'est ceux-là aussi qui vont envoyer les avions, c'est les mêmes personnes qui sont assises sur la fortune de toute une république. Pendant qu'à côté de les voisins sont dans la misère et ils se retrouvent de l'autre côté. D'accord, merci ceux beaucoup. Ceux qui ont pu traverser ont traversé. Loïc. Ceux qui se sont retrouvés dans la bouche de l'esclavagiste. Bon, c'est à combattre. Il faut qu'on trouve un moyen pour arrêter ça. Mais je plains vraiment l'hypocrisie politique de nos dirigeants. Bien. Non, je crois que nous Loïc. avons tous condamné d'abord ce qui se passe en Mais il faut Libye. agir aujourd'hui. Voilà, ce qui se passe en Libye. On a aussi dénoncé l'hypocrisie des dirigeants africains, mais j'irai plus loin. Regarde, pour comprendre que c'est vraiment de la pure hypocrisie. Aujourd'hui, regarde les diplomates mauritaniens. Partout où tu verras un diplomate mauritanien, 2 sur 3 sont accompagnés de leurs esclaves. Ah oui, mais ça on ne le dit pas. Non, Mais ça on ne le dit pas, chef. Les Quand- diplomates Oui. mauritaniens, habituellement, puisqu'il a parlé du Nord-Tchad, je sais pas, je vais lui aller plus loin pour lui expliquer comment ça se de passe. la servante ou de la Je servante? parle de leurs esclaves. Ils l'ont payé, ils les ont payés au pays comme esclaves. Ils sont aux Nations Unies, ils sont dans les institutions internationales. C'est leurs esclaves. Non, sois sérieux. Vous êtes sûr, là? Mais je suis sûr, oui, je suis sur l'antenne, je suis en train de parler. Les diplomates payent, puisqu'en Mauritanie, comme il a dit, il y a les riches, il y a une classe riche, il y a Oui. une classe pauvre. Et ceux-là qu'on les appelle, la caste là, c'est la classe des esclaves. Ils sont même appelés esclaves là-bas. Mais tu payes, tu es diplomate qui a des moyens, tu payes ton esclave. C'est avec lui tu vas dans ton pays d'accueil. On sait que c'est ton esclave. Mais personne ne dit rien, personne ne dénonce. Et si on va rentrer dans les détails de l'esclavage, mais de cette histoire d'esclavagisme, ça va faire trop de dégâts. Et j'espère que c'est pas le cas. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur le cas de la Libye pour nous dire qu'il y en a au-delà. Et je crois que ça va même ressusciter. Donc aujourd'hui, il faut interpeller beaucoup plus nos dirigeants pour qu'ils n'aillent pas raconter n'importe quoi à Abidjan la semaine prochaine. Mais oui. C'est ça. Mais oui, ce qui se passe, il faut qu'à Abidjan, on creuse l'abcès, qu'ils arrivent courageusement à dire qu'est-ce qui se passe. Hier, Macron a parlé devant, je ne sais pas, c'était les Merouki ou avant-hier, Oui, il parlait de crise contre l'humanité, de crime contre l'humanité. Et je crois que c'est ça. Et là, il faut vraiment, et à Abidjan, pouvoir, sans langue de bois, sans langage diplomatique, dire ce qui se passe et très vite lui trouver une solution. Bien. Parce que nous allons commencer par dénoncer. Parce que tu sais, l'esclavagisme, Oui, qui finit d'abord, Abia, l'esclavagisme, oui. au-delà de tout ce qu'on voit aussi, ça existe chez nous à Lomé seulement ici. Hein. On va en arriver parce que s'il faut définir ce qu'on appelle esclave, on va en définir et dans les maisons de nos dirigeants, on va trouver d'autres types d'esclavage. Ah bon? Ça, c'est un autre sujet. Oui, Je d'accord. veux ajouter en disant que Lorsque vous écrivez quand une articulation, on va relancer le Ouais. débat. Tout à fait. Quand nous faisons des sujets ici pour dénoncer ce qui se passe dans les milieux diplomatiques, moi, l'ambassade de Libye m'a souvent intéressé. Nos frères qui sont là-bas, parfois, quand il arrive que les représentants, on les gifle, qu'on les pousse, ils tombent des escaliers. Moi, j'ai plusieurs fois publié des articles comme ça pour dénoncer des comportements, des représentations diplomatiques ici, surtout dans le milieu arabo-libyen, que je connais bien. Je connais très bien Benghazi, je connais Tripoli. J'ai beaucoup infiltré leur ambassade ici. Quand je publie les dossiers, je sais comment nos autorités réagissent.
Je sais comment nos autorités réagissent pour défendre ces messieurs-là qui regardent les autres d'en haut. Et aujourd'hui, ils font les hypocrites en pensant que c'est du jamais vu. Mais c'est quoi cette affaire? Encore 2 minutes sur le sujet, on passe à notre sujet. On parle de la Libye, mais il y a aussi l'axe Libreville, il y a le Gabon. Il y a aujourd'hui plus de 30 000 Togolais au Gabon qui n'ont pas de papier. 30 000 Togolais? Oui, ça je vous le dis. Et ils sont exploités, surexploités. Et les gens continuent d'aller au Gabon. Et il n'y a pas longtemps, le Gabon a rapatrié certains, mais il les a jetés avec un bateau bizarre au Nigeria. Chacun s'est débrouillé pour rentrer chez lui. Et ce problème a été tellement évoqué à un moment donné que le Togo a rappelé pas longtemps certains de ces diplomates au Gabon pour essayer de voir comment ils vont régler l'affaire. Parce que c'est un drame qui se vit aussi au Gabon. Maintenant, au-delà de tout, pour revenir sur ce qui se passe en Libye, historiquement, il n'y a rien de nouveau. Le monde arabe a été toujours un monde qui a toujours considéré les Noirs comme des sous-hommes. Rappelez-vous, c'est les Arabes qui étaient les premiers à pratiquer l'esclavage en Afrique. Quand on parle souvent de l'esclavage, on se limite à la traite négrière, on insulte les Blancs, mais ceux qui ont désorganisé l'Afrique, avant que les Blancs n'arrivent, c'est d'abord les Arabes. Leur esclavage a duré 1400 ans. Les Blancs, c'est à peine 400, 500 ans. Mais l'esclavage des Arabes a duré plus de 1400 ans. Et c'est eux qui ont désorganisé tous les royaumes africains. Et c'est d'ailleurs... Mais j'ai en face de moi un historien. En fait. Et c'est d'ailleurs en suivant ces Arabes, l'esclavage pratiqué par ces Arabes, que les Blancs ont compris que le noir peut être utilisé dans des travaux. C'est comme ça que les Blancs sont venus dans l'esclavage. Parce que les Blancs ont suivi tous ces mouvements dans la corne de l'Afrique. C'est-à-dire l'Éthiopie, la Somalie, tout ça. C'est par là qu'ils transigeaient pour aller dans les pays arabes. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, si nous, les Noirs, nous voulons nous faire respecter, il faut désormais que nos relations avec ces gens-là soient des relations d'égal à égal. Bien défini. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les Africains, ils se promènent dans les pays du Golfe, ils sont là, ils font le salam aleikum parce qu'ils cherchent quelques dollars, et ces gens-là nous embêtent. Alors que l'avenir de l'humanité aujourd'hui, c'est les Africains. C'est les Africains. Même aujourd'hui en Chine, il y a le racisme. Et même le racisme en Europe. Il y a le cas de l'Inde aussi qui est évoqué depuis quelque temps. On tue les Noirs tout le temps, mais personne ne dit absolument rien. Donc tant que nous aurons des chefs d'État qui ne sont pas à la hauteur de leur mission, qui ne sont pas à la hauteur des ambitions du continent, qui sont des gens qui courent derrière quelques petits pétrodollars, tout ça, on aura ces genres de phénomènes qui vont se passer, que personne ne nous dise rien. Aujourd'hui, la Libye, c'est quoi? On a besoin d'une conférence d'urgence des pays africains pour essayer d'arrêter ce qui se passe en Libye. Mais chaque président règle le problème à sa manière. Ceux qui ont les moyens envoient les avions, ceux qui n'ont pas les moyens attendent que d'autres envoient les avions les chercher, et il y a ceux qui attendent le sommet d'Abidjan pour demander l'argent aux Blancs. Parce que quelqu'un l'a déjà dit, qu'il faut que l'Europe les aide à avoir les moyens, tout ça là. Donc les gens veulent faire leur business. Ça aussi c'est une réalité aujourd'hui. L'Afrique n'a pas les moyens pour contrer ça. C'est devenu un business. Actuellement, je vous donne un exemple. En Europe, objectivement, en l'état actuel, est-ce que nos dirigeants peuvent contrer ça véritablement? Non. Ceux qui avancent très vite, aidez-nous à le faire. Je crois que, je ne dirais pas que c'est sorcier, mais ce n'est pas honnête. Actuellement, on dit que parmi les projets porteurs, pour avoir vite les financements, sortir vite pour financer, il faut que vous fassiez les projets, vous introduisiez vos projets par rapport à l'environnement, au climat, tout ça là. Mais au-delà de ça, en Europe, les projets les plus porteurs, c'est les projets qui tournent vers l'immigration. Oui. C'est devenu un business dans le milieu Allemagne, Italie, tout ça là, c'est un business qui porte. Tu montes ça un peu, tout de suite là, c'est l'argent qui coule. Et les gens le savent, les chefs d'État le savent. Ils savent qu'il y a une manne là-bas. Ce scandale est révélé au-delà du scandale. Qu'est-ce que nous on peut gagner? Donc il faut aussi lire derrière les intentions des gens. Monsieur... Il faut qu'on arrête Moi je connais un milieu où jusqu'à présent quand un enfant naît et qu'il est noir, on le fait boire un peu du lait de l'âne pour qu'il garde dans sa tête qu'il va rester un serviteur. Mais si l'âne, s'il vous plaît. Ça, je peux expliquer. S'il vous plaît. Comme l'âne, c'est un animal qui est fait pour servir. On le fait boire un peu du lait de l'âne pour qu'il sache qu'il est là pour servir. Bon, alors pourquoi les gens d'accord. Je pense que Loïc a une explication de ça. Voilà, ça là. Abi Alpha, quand on ne connaît pas les traditions de certains, il ne faut pas dire. Il y a des traditions, quand l'enfant naît, on lui donne en premier abord, avant le lait de sa maman, lait de l'âne ou bien de la chèvre. Et c'est surtout chez les Peuls, en pays musulman, et comme ça. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu es esclave. Je dis ça, les pays purement musulmans islamiques, souvent, c'est la tradition qui le demande comme ça. Et ça rend les enfants, selon eux, très intelligents. La preuve, les Peuls sont les plus intelligents.
est-ce qu'on dirait que c'est les plus intelligents? Les plus intelligents. Dans ce pays, c'est mélangé de noir et de tout. Donc, moi, je sais pourquoi je n'ai pas donné le nom du pays, tu vois. Donc, tu es libre de. Ce qui est encore plus scandaleux aujourd'hui, et il faut quand même qu'on le dise, nous sommes les leaders d'opinion, on est des jeunes, on est la relève de demain. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que tous ces chefs d'État africains sont en train d'ouvrir les vannes de la CEDEAO à tous ces pays maghrébins. Oui. Ces pays maghrébins. Le Maroc aujourd'hui frappe avec insistance. La Tunisie aussi, bien sûr. L'Égypte est là. Tous ces pays maghrébins qui n'ont pas de respect pour les Noirs. Vous avez vu ce joueur burkinabé, je ne sais pas quoi. Oui, Bansé. Qui a dit qu'on le traitait en Égypte d'esclave. Oui. Et que je ne suis pas votre esclave, je rentre chez moi. Et comment est-ce que nous ouvrons les bras à ces gens-là qui, eux, nous méprisent, qui n'ont même pas envie de voir notre couleur de peau? Mais on fait quoi? Mais il faut traiter d'égal à égal. Oui, mais justement, il faut discuter. Ils n'ont qu'à venir dans l'Union. Non. Et là, d'égal à égal, on discute. Si on ne nous traite pas bien, on n'a pas besoin de chez nous parce qu'ils n'ont pas besoin de nous chez eux. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'ils viennent chez nous par intérêt. Nous, on n'a rien à foutre d'eux. Aujourd'hui, tout le monde vient vers l'Afrique subsaharienne parce qu'il y a des intérêts énormes. Donc, avant que... Même vous voyez, même certains je sais pas, certains hommes d'affaires des pays qui sont ici, des pays d'Asie qui sont ici, la manière dont ils traitent nos frères, nos soeurs. Oui. Et donc, on évoque le cas des Libanais beaucoup plus. On ne peut pas continuer par accepter sur nos territoires des comportements comme ça. À un moment donné, il faut que nous défendons la dignité du noir et qu'à un moment donné, nous disons aux gens, monsieur, ça c'est sur notre territoire, vous ne pouvez pas faire comme ça. En 10 minutes, on va parler du Zimbabwe avant de revenir sur le Togo avec la politique togolaise et les prochaines discussions politiques. Les choses se précisent et en entendant le dialogue, bien comme a écrit Loïc Lawson hier dans son journal, le jeu de couloir, la diplomatie qui est agissante sur le cas du Togo. Le Zimbabwe, cette semaine, je ne parlerai pas forcément de 13 ans, a finalement décidé de quitter, bien sûr, sous pression. Est-ce qu'il faut aujourd'hui saluer cela véritablement? Et il a perdu une guerre ou c'est sa femme qui a perdu une guerre? Bon, sa femme l'a aidé à vite quitter le pouvoir, ça il faut le dire. C'est aussi ça. Ça fait 37 ans qu'il est au pouvoir quand même. C'est aussi ça le fait d'être mal entouré. D'être souvent entouré par de mauvaises épouses. Tu sais, je peux te citer le cas de Ben Ali, dont la femme aussi a encouragé à la chute. Je peux te citer encore, je ne sais plus, là ça m'échappe un peu, mais j'ai encore... Il y a Bourguiba également. Mon ami Gbagbo. Bon, mon ami Gbagbo, tu sais ça, il veut me provoquer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un peu mon ami Gbagbo aussi, c'est vrai. Et puis... C'est pour dire qu'honnêtement, ce qui se passait, et j'avoue que j'ai toujours dit, je l'assume, fait partie de ceux qui ont toujours soutenu Mugabe. Pas parce pas le Mugabe, et comment vous appelez ça, autocrate. 5 ans, autocrate d'il y a 5 ans, bien avant ça, qui l'ont toujours soutenu et cru en son combat. Mais tu sais, dans la vie, comme on dit, il faut savoir partir. C'est la leçon? Oui, il faut savoir partir, il faut savoir quitter un fauteuil à temps. Parce que quand tu ne sais pas le quitter à temps, même le fou et le petit garçon du quartier qui comprend rien à la politique dira quitte le pouvoir. Ah, oui. Must go. Oui, tout le monde dira must go. Parce que même celui qui ne comprend pas grand chose à la politique le dira parce que tu ne sais pas partir. Et c'est ce qui est arrivé à Mugabe. Et surtout, quand tu en partant, ou quand tu ne veux pas partir, et tu trahis tes meilleurs amis. Les meilleurs combattants sont qui ont toujours été à tes côtés dans les moments les plus difficiles. C'est ce qui est arrivé à Mugabe. Il était en train de dégager des gens autour de lui jusqu'à ce qu'il dégage le plus fidèle des fidèles. Le crocodile. Merci. Le plus fidèle des fidèles pour que les gens comprennent que, mais attends, si lui là, il dégage celui-là avec qui il a fait prison, ils ont tout fait ensemble, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et c'est pour dire aussi qu'en politique, et c'est vrai que les gens n'ont pas de morale souvent, mais on ne trahit pas tout le monde. Parce que quand tu ne sais pas trahir, ce qui est arrivé à Mugabe t'arrive, ou au pire cas, ton pays s'embrase. Tu comprends, plus rien ne va pour toi. Et il y a d'autres pays que je peux citer un exemple, et tu suis mon regard. Oui, j'ai suivi bien entendu votre regard. Oui, Abi Alpha. Moi, je vais commencer en disant que toutes les dictatures commencent souvent bien. Toutes les dictatures commencent bien. Quand on commence par chez nous, je suis encore actuellement ami de vieux serviteur de Yadema, qui continue pas à soutenir qu'au premier moment de ce monsieur, on fait des missions, on revient, l'argent de la mission, les frais de mission restent, on verse dans les caisses de l'État.
Donc jusqu'aux années 85 à l'envers 90, par rapport à la gestion autour de Yadma, bien qu'à l'époque c'était un parti unique légalement connu comme ça, il n'y avait pas de démocratie, les gens ne se plaignaient pas. Je donne ici des exemples des gens qui ont quitté ce pays sous masque parce que en faisant les comptes dans leur gestion, 800 000 ou bien 500 000 a manqué, il est obligé de quitter le pays en changeant en portant de masque. Des gens ont fait des prêts dans des banques qu'il y a des mal trouvés trop colossales, ils sont retrouvés en prison. Bien que ce soit des prêts, c'est-à-dire légalement constitués. Je vais parler du cas de la CNCA. Les exemples sont vraiment reflants. Quand tu veux parler du vieux Mugabe, mais ce vieux-là qui est né, je crois bien, un 21 février 1924, il a très tôt, je crois qu'il avait 10 ans quand son papa a fui la famille, l'a laissé. Il a grandi entre les livres et sa maman. Il est devenu ce qu'il est. À l'époque, ce n'était pas facile de trouver une université pour les Noirs. Il y avait une rare des universités en Afrique du Sud là-bas. Il a pu évoluer. Et au moment où il a fait ses premiers pas en politique, 4 ans après, on l'a envoyé en prison. Il a fait 10 ans en prison. Je crois qu'il sortait en 1974. Dès qu'il est sorti, il a traversé la frontière, c'est pour aller préparer la guerre, c'est-à-dire la résistance militaire. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Et cette résistance l'a valu ce qu'il revienne en chef de l'État d'abord, qu'il a acheté, qu'il a pu conquérir l'indépendance pour son pays, et passant de Premier ministre, il est devenu président de la République. Mais c'était un monsieur adulé au-delà de ses frontières. Et ces 10 premières années de règne étaient magnifiques. C'est pour moi qui le dis. Quand tu regardes les politologues, les grands analystes, ils en parlent, ils ont gardé un bon souvenir. Voilà un monsieur qui n'est pas seulement... Il est pour les Zimbabwéens ce que je peux dire un Sylvanus Olympio pour les Togolais. Parce que c'est lui qui a lutté pour les arracher l'indépendance. Oui. Et il est resté jusqu'à présent. À un moment donné, l'âge aussi fait que... il a perdu la réflexe. Oui. Mais il faut savoir comprendre. Il aurait dû faire comme Mandela. Parce que c'est-à-dire l'homme, la première chose vraiment virus qui attaque vite l'homme, c'est le dégoût. Aujourd'hui, tu es en rouge, je suis en noir. Si on reste dans la même tenue 3 jours, c'est Eric qui va, Luc qui va dire que, oh, habitant aussi, ça fait 3 jours, tu as la même chemise. C'est-à-dire ça frappe à l'œil quand c'est toujours la même chose. Tu as fait 37 ans. Tu as traversé toutes les périodes de gloire. À un moment donné, on te dit ça suffit. Et tu penses qu'il faut s'accouter, il n'y a pas question. Et aujourd'hui, tu ne sors pas la petite porte, c'est vrai. Heureusement qu'il n'y a pas eu de goutte de sang. Il n'y a pas eu bain de sang. Oui. Mais il aurait pu faire autrement. Et puis, moi, je dis que si ça permet à certains de tirer la leçon, sans mieux. Et puis, il faut voir comment c'est venu. Ce monsieur-là qui s'appuyait jusqu'à un passé récent sur son carcan politique, sa famille, pour PF. Ce n'est pas venu d'ailleurs, hein. C'est venu de sa boîte. C'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr. C'est venu de sa boîte. Merci beaucoup, Abi. Je donne la parole à Ferdinand. On a encore 3 minutes avant la pause. Ferdinand. Non, je crois que Mugabe est malgré tout un grand homme, un très grand homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique, tout comme les Samora Machel, les Julius Nyerere et tout ça. Il a juste mal fini sa carrière. Et il s'est passé ces jours-ci à Harare un scénario de César et Brutus. C'est-à-dire que César étant Mugabe et Brutus étant son vice-président. Emerson. Voilà. Et Gangwa. Et voilà. Et donc, il n'y a rien en fait de nouveau. C'est un changement dans la continuité au fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement de régime, c'est une révolution de palais. Et ce qui est intéressant à voir dans cette histoire, c'est d'abord comment ça s'est passé. C'est-à-dire que Mugabe a passé tout le temps à neutraliser son opposition, à totalement désorganiser l'opposition. Donc dans ce pays-là, il n'y avait plus de force, comment je dirais ça, de contre-pouvoir. Et du coup, le combat s'est déplacé dans son propre camp. Et avec une armée qui est une armée idéologiquement disciplinée, parce que les gens parlent de l'armée, ils oublient que l'armée zimbabwéenne n'est pas l'image des autres armées. C'est une armée qui a fait une guerre d'indépendance. Ça veut dire que c'est une armée idéologiquement bien formée. Ce n'est pas une armée qu'on a fabriquée comme ça pour supporter un système, mais c'est une armée idéologiquement bien formée. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est
cette passation de pouvoir, mais ce n'est pas un changement de régime. Et celui qui le remplace est aussi quelqu'un de brutal, comme Mugabe. D'ailleurs, il a créé plus de 20 000 morts dans le Matabeleland. Mais ce qui est aussi fondamental, qu'il faut souligner, c'est la première fois qu'on voit la Chine. Et ça, on ne le dit pas souvent. On l'a dit, les Chinois ont tenté de le démentir. La Chine impliquée dans un coup d'État en Afrique. Bon, on le dit, mais les gens essaient de dire non, c'est pas vrai. Oui, tout est venu de la Chine. Ce qu'on a vu là, au Zimbabwe. Mais vous savez que la Chine est le premier partenaire du Zimbabwe. Bien sûr. Et le président actuel, le vice-président qui va prêter serment aujourd'hui, c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on change la monnaie de la Chine et du Zimbabwe en yuan. Oui. Et il a été formé en Chine depuis son jeune âge en tant que militaire. Il a beaucoup d'amis chinois. Et quelques jours avant, il avait fait une escale en Chine. Et puis le chef d'état-major allait en Chine une semaine avant le coup d'État. Et donc, est-ce que la Chine n'a pas été mis au courant de ce projet-là? Mais les Chinois disent qu'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires africaines. Mais quand il y a les intérêts en jeu, parce que si le Zimbabwe échappait aux Chinois, ça allait tomber dans les mains des Occidentaux. Donc la Chine est derrière cette histoire-là. Et ça change la donne sur le plan géostratégique. C'est-à-dire que pour la première fois, on disait que c'est les Occidentaux qui parrainaient les coups d'État en Afrique. Mais là, on vient de voir que la Chine a sa main derrière cette histoire. Et ça se fait de manière très soft. Oui, parce que vous avez dit dans votre éditorial un coup d'État VIP. Hein. Oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai aimé et qu'il faut retenir aussi comme leçon, tu as vu, dès le départ, ils ont dit que ce n'était pas un putsch contre Mugabe. En cela, on parlait de VIP. Et après, ça a été arrangé jusqu'à l'amener à démissionner. Et ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que tu vois, tout est arrivé, mais Mugabe reste au pays. Il est resté au pays. Il n'y a pas une chasse contre lui. Bien le contraire, le symbole qu'il représente, il tient à le préserver. On comprend que le coup d'État, en réalité, ce n'est pas contre Mugabe. Voilà. Mais qu'il fallait qu'il s'en aille aussi parce qu'il a poussé le Rubicon un peu plus loin. Il devient vieux, sa femme contrôle pratiquement le pays. Il est là tranquille dans le pays. Ceux qui sont proches de lui, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, c'est-à-dire de vandalisme, dans les pillages et tout ça. Ça aussi, c'est une bonne chose. Il faut aussi qu'on apprenne quelque part où on souhaite les changements, à savoir que la chasse aux sorcières, mettre dans la tête des gens, on va vous poursuivre, on va casser, on va retirer vos biens, ça ne fait pas aussi du bien. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer juste une petite pause, hein, puis on revient pour la suite du débat. Sur Taxi FM, l'info-roule. Retour en studio avec Abi Alpha Isoto du journal Le Rendez-vous, Loïc Lawson du journal Le Flambeau des Démocrates et Ferdinand Haïté du journal L'Alternative. Nous allons maintenant parler de la politique togolaise avec les prochaines discussions. Les choses semblent se préciser depuis quelques jours. En début de semaine, on a vu Fornia Singbe à Abidjan, puis à Abuja, son opposition qui était à Paris. Beaucoup de discussions finalement, avec ceux qui sont extérieurs à cette crise, comme François Akila Sobako, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a été aussi consulté à Londres cette fois-ci par le président ghanéen. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais Loïc, hier, vous évoquez justement ces questions en parlant de jeux de couloir qui se jouent en attendant les discussions prochaines. Oui, mais c'est ce que nous constatons. Tu sais, au début de cette crise, beaucoup étaient ceux qui parlent. Beaucoup ont voulu minimiser parce qu'ils n'ont pas compris que cette fois-ci, c'est vraiment sérieux, que les Togolais en ont ras-le-bol et qui sont la misère, ayant atteint en tout cas toutes les maisons. Oui. Les Togolais étaient décidés cette fois du moins à créer leur ras-le-bol. À faire changer les choses. Oui, pour faire changer, pour faire changer les choses, pour que les lits bougent. Et surtout que les réformes tant attendues n'ont pas aussi été faites parce que ça faisait partie de l'engagement ou de l'engagement du pouvoir en place qui ne le fait pas. Et voilà, les Togolais trouvaient ça comme une provocation. Et je crois que moi, c'est l'analyse que j'ai faite parce que quand tu vois la mobilisation dans la rue, ce n'est pas seulement les militants des partis politiques, mais c'est des Togolais aussi qui ne se retrouvent même pas dans des partis politiques qui sortaient pour manifester. Et ça, on en a vu beaucoup. Et je crois qu'à un moment, la CEDEAO a vite compris que cette fois, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ou qu'on a eu à voir pendant 5 ans avec Jean-Pierre Fabre, mais que c'était un autre mouvement qui est en place. Et la CEDEAO s'est très, très tôt réveillée pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans la crise. Et tu le sais très bien, et les tractations les tractations se faisaient à tous les niveaux. Et pour une des rares fois, moi je remarque que pour la crise togolaise, pour une des rares fois, la CEDEAO prend un pays anglophone et ancré où la démocratie est ancrée pour
pour suivre ou diriger la crise. Le Ghana. Le Ghana. Il est souvent par tradition, quand il y a une crise dans un pays anglophone, c'est un anglophone, c'est un pays anglophone, comprend. Et quand c'est francophone, on prend un francophone. Je crois que pour la culture et tout ça. Voilà. Mais là, on a pris, il y a la Côte d'Ivoire était à côté, le Bénin était à côté, il y a plein de pays. Le Burkina. Le Burkina, mais on a préféré prendre un pays voisin où la crise, ou en tout cas où la démocratie est bien ancrée et la culture de l'alternance y est. Ça, c'est un indice. Mais il y a eu une confusion au début parce que Alpha Condé était dans le jeu. Et puis après, il y a le Ghanéen qui est arrivé. Et puis maintenant, la dernière fois, c'est lui. Heureusement que, eh bien, lui-même l'a dit, maintenant, sa mission est terminée. Il laisse l'analyse est à deux niveaux. Au Ghanéen. Il y a une partie qui dit que c'est Faure Gnassingbé qui est parti le solliciter pour qu'il vienne s'impliquer dans la crise parce que lui le comprendrait beaucoup mieux. Oui, on a écouté ça. C'est la première version. La seconde version, il y a le fait que Faure Gnassingbé soit président en exil de la CEDEAO et, tu sais, ces autres pères étaient très mal à l'aise. Parce qu'il est le président de en exercice de la CEDEAO. Et alors, les autres étaient très mal à l'aise pour s'impliquer dans la crise. Et alors, c'est l'autre version. Il fallait alors que l'Union africaine, avec sa tête Condé, s'implique directement. Mais je crois que maintenant, les choses sont allées très vite depuis un certain temps. La France, et après que Condé ait rencontré tous les leaders l'autre fois, la France a été claire pour dire que, écoutez... Allez aux discussions. Oui, arrêtez... ou bien aller au dialogue, mais a déchargé Condé pratiquement, selon ses dires, a déchargé Condé de la médiation ou de la facilitation dans la crise et de laisser le Ghana faire le travail. Et n'oublie pas que le Ghanéen aussi a eu à prendre langue avec les acteurs politiques togolais, et pas des moindres, beaucoup d'acteurs politiques togolais. Il a eu à rencontrer, j'apprends, je ne sais pas si c'est vrai, même les gens de la société civile, certaines personnes, je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'il a eu à rencontrer pratiquement tous les leaders qu'il a rencontrés. Il est venu plusieurs fois à Lomé rencontrer Faure Gnassingbé, même s'il n'est pas rentré dans la ville, il est resté à l'aéroport pour discuter autour de cette crise-là. Gilles Christ Olympio sont passés par là, et le comble pour une fois. Moi, depuis 2005, je n'ai pas vu. Il y a eu il y a eu en tout cas des moments de turbulence, mais je n'ai pas vu un président aller jusqu'à chercher quelqu'un comme Akila Isseboko, son numéro jusqu'à le contacter. Oui, mais c'est ce qui semble un petit peu bizarre dans cette crise. Ça m'a paru bizarre. Akila Isseboko, qui a quitté le Togo depuis 2005. Parce que tu sais, qu'on le veut ou non, il est un élément, il est un dispositif incontournable parce que lui, très tôt, en 2005, il était le seul à dire on va dans le trou avec ce que vous êtes en train de faire. Oui. Et il a quitté le pays pour l'histoire que tout le monde connaît. Alors qu'on aille maintenant le chercher, et chercher à discuter avec lui pour avoir son avis sur la crise, ça m'a amené à réfléchir. Qu'une fois encore, une des rares fois que l'opposition, Condé pouvait recevoir l'opposition en Guinée, même s'il y a eu une tentative échouée, il pouvait aller à Paris, revenir et le recevoir. Je suis surpris que pour une fois, Condé décide d'aller à Paris, à son agenda coïncide avec une rencontre avec Macron, et reçoit les responsables de l'opposition pour aller rendre compte directement par une cellule de l'Élysée au président Macron. Ça prouve que vraiment que les choses ont pris comment vous appelez, il y a eu un certain niveau. Et pour finir, oui, justement, parce pour finir dans la crise, tu imagines que le président ghanéen aussi, et ça la presse ne le dit pas, personne ne le dit, accepte et cherche coûte que coûte à rencontrer un poids lourd de la politique togolaise aussi, qui est en disgrâce un peu avec le régime en place. Oui, ce matin, il y a le confrère Togo Breaking News qui a parlé de Pascal Bodiona qui a été aussi consulté dans la crise. Mais je n'arrache pas la parole à Loïc, mais je le fais quand même. Les contacts qui sont en cours, d'abord pour le cas Condé, je vous l'avais expliqué ici, que dès le début de la crise, les puissances ont consulté tous les chefs d'État africains. Et moi, aujourd'hui, je le donne le nom. La France a parlé avec tous les chefs d'État africains pour savoir ce que chacun pense de ce qui se passe au Togo. Et des 15 chefs d'État de la CEDEAO, seul Condé était favorable à Faure. Bon? Mais si, je l'ai dit, je l'ai même écrit. Seul Condé, la position de Condé était favorable à Faure Gnassingbé. Et donc, à partir de ce moment-là, le rôle de Condé était un peu bizarre. Ambigu. Et donc, des gens par qui même Condé est rentré en contact avec la coalition, on dit, après la coalition, il faut éviter l'axe Condé. Parce que Condé, il fait juste de la propagande. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'assez organisé, d'assez méthodique. Et il a les mêmes problèmes chez lui qu'on a ici. Condé veut modifier la constitution chez lui, il a refusé la réforme chez lui. Ici, personne ne veut modifier la constitution au profit de Faure Gnassingbé. On l'a déjà modifié, c'est ça qui est au cœur du problème, du conflit. Oui, ça c'est vieux. Oui, mais c'est ça qui est au cœur du conflit. Et lui, il veut modifier la constitution là-bas, et il refuse de dialoguer avec son opposition, il tire sur les élèves, donc du coup, il n'est pas
quelqu'un qui est vraiment recommandé pour gérer cette crise-là. Et qu'il préfère que le Ghana puisse prendre le contrôle de la situation. Et donc, quand les chefs d'État se sont réunis au Niger, ils ont désigné officiellement le Ghanéen comme médiateur de la crise. Mais Condé ne voulait pas reculer, il voulait toujours faire son petit jeu. Et le Ghana a vite compris que sa mission va être très, très, très difficile. Alors, le président ghanéen a adopté une méthode très, 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 très méthodique, structurée. D'abord, il a pris contact avec Faure Gnassingbé 2 fois, ils se sont rencontrés à Ho, ils se sont rencontrés ensuite ailleurs, au Niger, et ils se sont vus ensuite à l'aéroport ici. Et après, le président ghanéen a rencontré Pascal Bojora. Ça, il faut le dire. Il a rencontré Pascal Bojora. Par 2 fois. Par 2 fois? Oui, par 2 fois à Accra. Il était même le premier à être reçu avant tout le monde. Oui. Il a été reçu par le président ghanéen, le président ivoirien, pour avoir son avis de la situation. Et ensuite... Ça veut dire que Pascal Bojora va jouer un rôle important dans la crise. Ensuite, la délégation ghanéenne est arrivée ici. Ils ont rencontré l'ensemble des acteurs. Et après, le président ghanéen a souhaité rencontrer M. Bokor. Parce que, comme Loïc l'a expliqué, on oublie de dire parfois aux gens que l'origine de la crise, ce n'est pas le refus de l'application de l'APG. L'origine de la crise, c'est la succession mal négociée de 2005. Et que lui, il était visionnaire. Lui, il a dit, là où vous allez dans un trou. Vous êtes dans parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai jeté un coup d'œil dans votre article, vous évoquez les dessous de la rencontre entre François Bokor et Nana Akufo-Addo à Londres. Et ça aussi, ça nous a paru plus bizarre. Oui, parce que il est... qu'est-ce que le Ghana fait? Le Ghana veut avoir l'avis de tous ceux qui puissent le permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la situation politique et sa complexité avant d'aller au dialogue. Il ne faut pas faire de faux pas. Et donc, je pense qu'il sollicite l'avis de tous ces gens-là. Ce n'est pas, on n'implique pas ces gens-là dans la crise, mais on pense que ce sont des gens clés avec qui on peut avoir des éléments pour apprécier la crise. Il y a aussi Kofi Gnamgnan que le Ghanéen doit voir. Et donc, lorsque il a été demandé de le rencontrer, surtout que lui, il est resté en retraite depuis des années, il a demandé l'avis de ses amis, on lui a dit d'aller, parce que lui, il est souvent en mission, il n'est pas sur place. Donc, il a dû quitter l'Afrique où il est en mission pour aller à Paris et ensuite aller à Londres pour discuter avec Nana Akufo-Addo. Oui, Abi Alpha, comment est-ce que vous entrevoyez les prochaines discussions, vous, à votre niveau? Je crois que pour revenir un peu sur ce qu'ont dit les amis, par rapport aux personnes ressources togolais qui ont été les premières à être consultées par les chefs d'État concernés par notre crise, il y avait d'abord Pascal Bojora. Oui, on vient de le dire. Ça s'était fait dans le silence le plus absolu. Si l'occasion vient de le dire, il faut qu'on le dise. Après, maintenant, il faut dire que c'est le temps qui a donné raison à certains. Et c'est clair qu'actuellement, il joue un rôle par rapport à notre crise. Quand 2005 est venu, s'il y avait eu 2 ou 3 Akla Isoboko, peut-être on ne serait pas ici. Quand il s'est retrouvé seul... Qu'est-ce qui vous a dit ça? S'il vous plaît. Quand il s'est retrouvé seul en dénonçant une situation, bien qu'il soit sorti qu'il soit du cercle, on l'a trouvé comme un traître, tout ce que vous savez, il est obligé de se retrouver de l'autre côté du mur. Je dis que s'il y avait eu 2 ou 3 Akila Boko, peut-être que les cartes auraient pu être posées autrement. Maintenant, le temps lui donne raison. Tu sais, quand Faure allait solliciter Condé, oui. et que Condé devait, par rapport à lui-même, son agenda politique, qui ressemblait plus ou moins à celui de M. Faure Gnassingbé, leur dénominateur commun, c'est que tous veulent s'éterniser au pouvoir. Quand Condé a balayé la cour, celui qui peut l'aider, c'était Boko. C'est Boko que Condé avait contacté en toute première... au premier abord, pour rentrer de mèche avec l'opposition. Ouais. C'est ça. Ouais. Celui qui a été le premier à dire... Peut-être pour bien comprendre, excusez-moi, Condé, lorsque Faure Gnassingbé allait le voir pour qu'il intervienne dans la crise, Condé, quand il a pris son téléphone, il a appelé Boko. C'est Boko qui l'a mis en relation avec la coalition. C'est comme ça. D'accord. Mais Condé même l'a dit dans Jeune Afrique. Mais il est plus. Ah oui, il a dit dans Jeune Afrique. Oui, et puis si la rencontre avait eu lieu chez Condé, si l'opposition avait accepté d'aller, Boko devait être de la réunion. Ce n'est pas tout qu'on dit ici, mais donc c'est pour vous dire que il faut... on ne dit pas la vérité pour être cru. Parce que la vérité, on ne peut pas la transformer. Le temps viendra. Vous donnez raison actuellement, c'est le temps qui donne raison à tous ces visionnaires. Alors, il faut, par rapport à notre situation de cette spirale, ce à quoi on assiste depuis 3 mois maintenant au Togo.
Aujourd'hui, on comprend que l'opposition, en tout cas la délégation qui était à Paris cette semaine, a acté le principe du dialogue. Ça veut dire que les discussions politiques sont imminentes. Maintenant, pour terminer, il faut dire que c'est vrai qu'il y a eu rencontre là-bas. Les gens vont interpréter chacun à sa façon le fait que Condé et l'opposition se retrouvent à Paris. Au-delà du fait que Macron devait avoir son point de vue là-dedans, il y avait aussi cette volonté de couper la poire en deux. Peut-être Condé, avec sa façon, je ne dirais pas villageoise, mais vous l'avez dit quand même, africaine de diriger le pays, n'avait pas bien digéré le fait qu'il ait appelé l'opposition et qu'il a refusé d'aller chez lui. Donc il s'est dit, si je les invite encore, ils ne viennent pas. Donc ça veut dire qu'ils ont piétiné mon image par terre. Donc je cherche un territoire neutre. Et apparemment, il a trouvé la France. Une première fois, tous ont fait le tour, c'est-à-dire ils sont passés tour à tour. Après, ils les a pris ensemble. Et nous sommes heureux, d'après les premières qui sont sorties des rencontres, nous sommes heureux de vous dire que tous ont parlé de la même voix. Ça, c'est déjà très grave. Donc, en tout cas, ce que les cherchent aujourd'hui, qu'on sorte de cette crise. Qu'est-ce qui a été concrètement dit ni dans les arcanes de Fabre, ni dans les arcanes d'Adjamabo, ni dans les arcanes de Tipi. Jusqu'à présent, rien n'a fuité sur ce qui a été concrètement dit. Mais on voit clairement que tous vont vers les discussions politiques. Je vous donne la parole à Loïc. Et on va voir de quoi sera fait les jours à venir. Je crois que dans la rencontre qui a eu lieu à Paris, comme Loïc l'a dit, le président Macron a dit clairement à Condé de se décharger du dossier au profit du Ghana. Vous savez que le Ghanéen, malgré tout, Loïc a tout expliqué. Il vient d'un pays démocratique, nous avons un voisinage, nous avons les peuples qui sont de part et d'autre des frontières, ils ont une opinion très sensible. S'il fait des bêtises ici, les gens vont l'attaquer. Et en plus, il est francophile. On oublie qu'il est diplômé de l'Université de Londres, il a longtemps fait l'Europe, il s'y connaît bien pour les Français. Et en plus, lorsqu'ils se sont vus à Londres, ils ont fait 3 séances. Ils ont fait 3 séances d'abord. Quand M. Boko est arrivé, il a travaillé avec le ministre Kandapa. Pendant ce temps, le président Nana Akufo-Addo était en audience chez Theresa May, la première ministre britannique. Et puis après, ils se sont vus de 22h à 1h du matin. Ça veut dire que c'est une très longue séance. Vous avez les détails, hein? Oui, parce que bon... il est très proche. Et puis après, le lendemain, ils ont encore fait une séance, mais plus avec le président, mais avec le ministre. Bon, il y a eu 3 séances. Mais bon, je ne peux pas en dire plus long ici, je ne peux pas donner des détails parce que je ne suis pas autorisé à le dire. Mais quand vous lisez bien le communiqué qu'il a rendu public, il dit clairement qu'il faut trouver des solutions durables à la crise togolaise pour éviter que la sous-région ne sombre dans l'instabilité. Ça veut dire que la crise togolaise va au-delà même de notre propre territoire. Et donc les gens sont très inquiets. Maintenant, est-ce que c'est une manière pour lui de rentrer dans le jeu? Je ne le pense pas. Lui, il est là. On a voulu avoir son avis, il a donné son avis, parce que depuis, il ne parle pas, et il a rendu, par principe de transparence, un communiqué pour dire, on m'a consulté, voilà ce que je pense de la situation, et puis lui, il a retourné à son travail. Donc je pense que la méthode adoptée par les Ghanéens est une méthode pédagogique assez intéressante. Avoir tous les éléments d'appréciation. On oublie que le problème du Togo, ce n'est pas seulement un problème politique. Le problème est profond, il est complexe. Après, il faut régler des problèmes comme le problème de l'armée. Il faut avoir l'avis des gens. Il y a plein de soucis. Parce que justement, l'armée, puisque vous l'évoquez, excusez-moi, puisque vous l'évoquez en long droit au but, aujourd'hui, les discussions s'annoncent dans certains couloirs, puisque vous connaissez les couloirs, Loïc. Il se dit que pour que les discussions prochaines réussissent, pour qu'on ne conclue pas des accords et qu'on ne les applique plus, il faut forcément que l'armée, que certains qualifient de cache-sec du pouvoir, soit aussi dans la discussion. Non, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas. Si on veut, comme dit Ferdinand, aller à un dialogue qui règle de manière profonde les problèmes, l'armée doit être associée, on ne peut pas l'écarter. Rappelle-toi, une petite parenthèse, même à la conférence nationale, la politique. même à la conférence nationale, l'armée, à un moment, a été associée. Oui. Mais c'est quand ils ont commencé à insulter l'armée qu'on sent qu'elle s'est retirée. Et je crois que cette erreur ne sera plus aujourd'hui, 20 ans après, parce que j'ai vu l'autre fois, même on a distribué, ils ont donné des bouquets de fleurs à l'armée, un clé d'œil. Mais l'armée est incontournable dans le problème togolais, qu'on le veuille ou non. Maintenant,
elle est incontournable, mais ça ne veut pas dire que le problème politique, elle va prendre le devant. Oui, mais de ce point de vue, quand on dit qu'elle est incontournable ou qu'elle joue déjà un rôle important dans la crise togolaise, ça veut dire que l'armée a été politisée aussi. Oui, au fait, en réalité, elle est dans le dispositif. On ne peut pas... Est-ce que ça fausse pas le débat? Non, oui, mais c'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, à moins qu'on veut voiler la face ou être hypocrite, l'armée est au centre aussi de tout ce qui se passe au Togo. La CVGR, je prends la CVGR en témoignage. Tu te rappelles avec Bariga, quand les témoignages arrivaient et que les gens chargeaient l'armée, tu as vu comment ils sont rentrés dans la salle, de quelle manière ils ont fait du bruit dans la salle. Fracassante. C'est pour dire que l'histoire du Togo, l'armée doit être associée si on veut trouver aussi une solution durable à cela. Et moi, je suis convaincu. Les chefs d'État de la sous-région, les nanas et consorts, vont le faire, mais on ne va pas le rendre public. Ils feront comment aussi discuter avec l'état-major de l'armée, en tout cas ceux avec qui il faut parler, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Qu'est-ce qu'on dira à l'armée? On leur dira peut-être, messieurs, ne soutenez plus quelque régime que ce soit, soyez dans votre coin. Je ne pense pas, mais ils trouveront, moi je n'ai pas la formule, mais ils trouveront la bonne formule pour arriver là. Parce qu'ils ont déjà trouvé le bon chemin en associant certains ténors de la politique togolaise. Parce que Boko dont tu parles et dont on parle, on oublie tout ce qu'il est militaire. Oui, on oublie ça. Voilà, donc pourquoi si on a constitué Boko, ça ne te gêne pas et qu'on le constitue? Parce que Boko, par exemple, ça ne m'a pas gêné. Ok. Non, je dis ça ne te gêne pas, apparemment. Tu n'as pas trouvé que c'est quelqu'un de je m'interroge quand même. Okay. Oui, si. Boko a été consulté, c'est assez important parce qu'on sait qu'il fait partie d'un dispositif assez important. Même s'il a fui le pays, tu n'es pas sans savoir que Boko, là où il est, aussi dans l'armée, même si c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir, il y a des gens qui sont... Il doit avoir du soutien dans l'armée aussi. Pascal Bodjona, dont on parle, il n'a jamais été à une élection, mais tout le monde connaît le poids, politique de ce monsieur. Et les gens, même aujourd'hui à UNI, disent que s'il était là, il n'y aura pas toute cette crise. On trouvera une formule pour régler le problème. Et son problème aussi, n'oublie pas, c'est quelque part parce qu'il a souhaité qu'à un moment... on laisse aussi les autres diriger, entre guillemets, pour ceux qui comprendront. Il a compris qu'à un moment, après 2 mandats, il faut savoir partir. Et ça fait partie de son problème aussi. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, je crois qu'avec le recul, lui aussi, et tout ce qu'il a eu à commettre, lui aussi, et comme gaffe, il a demandé pardon officiellement, c'est vrai. Mais on sait qu'aujourd'hui, il a aussi la solution en main, qu'on le veut ou non. Et je sais que dans le camp de force, dans le camp de l'opposition, oui. Il a la solution. Quelle solution? Il a une partie de la solution. Il a une partie de la solution. Que ce soit la preuve. Le président lui-même nous a dit l'autre fois que la solution, c'est au sein du NIR. La preuve, la preuve que ce soit au niveau de l'opposition, les tenants de la crise, beaucoup cherchent à le voir et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit au niveau du camp du pouvoir, mais lui il est resté les bras fermés. Il est comme une fille aujourd'hui. Mais là il ne parle pas, sauf qu'il ne parle pas et il ne dit rien. Mais il faut qu'il brise le silence, parce qu'aujourd'hui là on nous apprend qu'il a été consulté même par 2 fois par Nana Akufo-Addo, par Alassane Ouattara. Il faut qu'il le fasse bien. Ça veut dire qu'il a commencé par parler et il faut qu'il brise le silence. Non, il n'a pas parlé. Boko a fait sortir un communiqué. Oui, Pascal, lui, non. Non. Et on espère qu'il va finir par parler parce que c'est important. Ah ouais. Trop de silence aussi, c'est pas. Il faut qu'on le contacte finalement. Il faut qu'il parle. Oui, Ferdinand, et puis on en parle aussi à Abi. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'analyse. Il ne faut pas se tromper d'analyse. Il faut savoir que dès le départ, le régime ne voulait pas du dialogue. Ça, il faut quand même le dire aux gens. Non, Fonia Singbe a toujours parlé du dialogue. Laissez-moi expliquer. Le régime ne voulait pas du dialogue. Le dialogue leur a été imposé par les chefs d'État. Il faut le dire aux gens. Le régime ne voulait pas du dialogue. Le régime voulait un passage en force avec son référendum. Et c'est la même manière au niveau de l'opposition. Rappelez-vous, au début, l'opposition disait on ne discute pas. Non, si on doit discuter, c'est discuter sur les conditions du départ de Fonia Singbe. Donc, dans les 2 camps, personne ne voulait le dialogue. Le régime ne voulait pas du dialogue. Et c'est lorsque Nana Addo est passé ici un dimanche à l'aéroport qu'on a pressé Fonia Singbe d'annoncer le dialogue. Parce que le gouvernement était déjà tentatives qui ont échoué. Et donc, le régime n'était pas favorable au dialogue. Ça, il faut le dire aux gens. Maintenant que tout le monde parle maintenant du dialogue, j'entends beaucoup de gens qui disent des choses à tort et à travers. La politique, on ne la fait pas avec de l'émotion, on la fait avec les tripes. Surtout quand on est en face d'un régime comme ça. J'entends les gens dire transition, ceci, tout ça. Là. Vous n'avez encore rien gagné. Et vous parlez de transition, vous sortez des noms à l'emporte-pièce. Ouais. Et c'est comme ça que l'opposition togolaise se tire lui-même les balles sous les pieds. Vous êtes en train de faire une mobilisation pour demander quelque chose. Vous n'avez atteint aucun objectif. Les gens commencent pas à sortir des idées. Parce que dès que vous commencez pas à sortir des idées comme ça, les ambitions naissent et les querelles commencent.
Je m'a dit, mais pourquoi moi aussi? C'est ce à quoi on a assisté cette semaine. Parce que on a vu à Paris, et puis ici même à Lomé, avec des déclarations de certains membres de la coalition. Je ne dis pas ça exactement comme ça, mais je fais mon analyse de journaliste pour leur dire, il faut faire attention. Vous avez travaillé pour arriver à un niveau donné, ne faites pas des erreurs pour dégonfler la force que vous avez. Parce que vous n'avez encore rien gagné. On est en train de vous brasser de l'air. Vous n'avez rien dans la main. Donc, ce n'est pas le moment de commencer par dire, tel veut être ceci, tel veut être ceci, tel veut être ceci. Parce que vous n'avez rien à vendre. Pour le moment, continuez votre mobilisation, ayez vos forces derrière vous, poursuivez votre objectif au moment venu. Si vous gagnez quelque chose, alors vous verrez comment gérer cette chose que vous gagnez là. Donc pour le moment, il faut faire extrêmement attention parce que le régime est acculé. Vous avez vu, Fort qui va chez tous les présidents, on le convoque à gauche et à droite. On dit souvent que si tu vois quelqu'un courir ici, quelque chose ne le poursuit pas, c'est que, bon, il poursuit quelque chose. Apparemment, c'est un truc comme ça. Si quelque chose ne le poursuit pas, oui, il poursuit quelque chose. Ah oui, et apparemment, c'est le cas parce que, comme je l'ai dit tantôt, tous les présidents qui ont été consultés, certains ont dit il faut faire en sorte que le problème togolais soit résolu une fois pour de bon. Parce que c'est un problème pour la sous-région. Et des gens ont dit clairement que, bon, Faure Gnassingbé, après 2020, il faut l'aider à partir. Mais, quand les présidents de la sous-région, oui, quand les chefs d'État pensent comme ça, peuvent le lui dire en face. Mais des gens comme le Nigeria peuvent le lui dire en face. Parce que le Nigeria, c'est quand même une puissance, vous voyez. Et donc, il faut faire extrêmement attention pour ne pas rentrer dans des petites histoires de personnes pour dire que oui, il y a quelque chose qui se dessine, coalition ou bien transition. Des gens commencent par faire des calculs et vous allez chambouler tous les efforts que vous avez faits pour des choses que vous n'avez pas encore eu. Abi Alpha, l'armée, lors de la discussion, ça va être aussi la clé de la réussite finalement de cette prochaine discussion. Ouais, même si on fait d'esquiver, de contourner l'armée, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'hypocrisie politique, mais je vous dis souvent que même quand l'œil ne mange pas, il sait ce qui remplit le ventre. Oui, si, vous l'avez toujours dit. Tout le monde sait que l'armée, on ne peut pas faire sans elle. C'est clair. Actuellement, les grands axes qui ont fait aggraver la crise sont venus de l'armée. La répression à Sokodé, à Mango et à Bafilo, c'est les bérets rouges qui ont fait le désordre. Et depuis ce jour-là, c'est allé d'un cran. C'est allé d'un cran, on ne peut pas le dire autrement, c'est les bérets rouges. Maintenant, quand Ferdinand parlait du régime qui ne veut pas le dialogue, ça là, c'est démontré. C'est démontré. L'avion d'Alpha Condé était sur notre tarmac ici, attendant pour partir en Guinée avec la délégation de l'opposition, à Djamago, Jean-Pierre Favre, à Tchadam, et le consul de Guinée, l'ambassadeur du Guinée à Accra, étaient avec autour de la table, les quatre, pour voir les conditions du voyage. Quand on a arrêté l'imam, et dès qu'on a arrêté l'imam, Tchadam a quitté la table, on ne peut pas négocier quand on prend mes gens. Et c'est comme ça que le voyage de la Guinée a échoué. Qui est allé voir Condé pour qu'on fasse venir l'opposition togolaise à Conakry. Qui a fait arrêter l'imam. Donc il y a certains faits qui parlent d'eux-mêmes, qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Les gens sont en train de nous démontrer que s'ils n'ont pas le feu, alors aujourd'hui, ils n'ont pas l'intention aujourd'hui, les discussions se dessinent. C'est la solution de sortie de crise qu'on est en train d'amorcer là. Il va falloir qu'on avance sereinement. Mais on va avancer, ça dépendra. L'opposition évoque le retour à la constitution de 92, le vote de la diaspora, le cadre électoral qui doit être aussi amélioré, et puis la libération des détenus politiques. C'est important qu'on fasse le pas, qu'on fasse des concessions finalement. Non, mais rien n'a commencé pour faire des concessions. C'est comme quand on va sur un marché. Celui qui tient la poule à vendre, c'est lui qui avance le premier prix. Et l'acheteur maintenant, c'est ça. Qui est-ce qui tient la poule? Non. Qui est-ce qui tient la poule? Ça dépend. S'il vous plaît. Non, Abi, ça se va à combien? S'il vous plaît. Abi, qu'est-ce qui tient la poule? Moi, c'est ma poule. C'est moi qui dis je veux vendre ça à tel prix. Et Eric va donner son prix. Et finalement, on s'entend. Depuis là, l'opposition a donné son prix. Nous, on veut que ce monsieur parte, il y a ça. Et tout ce que les messieurs ont donné est pertinent. Quelqu'un ne peut pas accepter quand même. Bungabé qui a combattu la guerre d'indépendance pour son pays. Depuis qu'il est là, il n'a fait que 37 ans. Par rapport à chez nous, les gens ont fait 50 ans. Nous, notre héros de l'indépendance, c'est Olympia. Il est déjà mort.
Ceux qui ne sont pas partis pour l'indépendance, c'est eux qui gèrent pendant 50 ans. Vous pensez que nous on n'est pas Bon, d'accord, Habib, merci beaucoup. Loïc et Ferdinand. Ce que le régime. Habib, on a compris. Ce que l'opposition réclame est pertinent. Donc, il nous restera plus. Il faut que le système en place montre. Moi, je vous donne un exemple. Je connais un dialogue ici où il faudra envoyer 2 personnes pour aller négocier avec des agendas différents, des avis différents. C'est-à-dire c'est les gens de UNIRPT, ils sont 2, ils sont allés à un dialogue avec des agendas différents. Oui, et c'est ça qui a fait capoter. D'accord. Tu comprends, oui, non? D'accord. Des prises de position différentes. D'accord. Merci beaucoup, Abi Alpha. Oui, on Loïc. se connaît, quoi. Non. Et je crois qu'au moins ici, il y aura une divergence parce que moi, je pense qu'il faut qu'on ait un dialogue, comme tout le monde le dit. Non, ça c'est clair. Et l'opposition souhaite qu'on libère. Aujourd'hui, le principe est acquis. Je crois qu'aujourd'hui, le principe du dialogue est acquis. Oui, le blocage, si on peut parler de blocage, c'est que l'opposition exige qu'on libère d'abord au moins les détenus. Ces détenus. Je ne sais pas. J'entends parler des détenus. Pas plus tard que Emmanuel Macron a été ferme aussi mercredi dernier en demandant à l'opposition d'aller au dialogue sans préalable. Voilà, tu as compris. C'est important. Aujourd'hui, affaire de préalable, moi je dis non. Allons d'abord sur une table de négociation et au cours de la négociation, posons le débat et obtenons la libération dès les premiers moments. Des discussions, obtenons la libération de nos détenus, des imams qui sont assez importants. Obtenons d'abord leur libération et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On continue d'arrêter d'ailleurs les imams. Je viens. Non, ça c'est un autre débat. Voilà. C'est pourquoi, maintenant, après avoir obtenu ça, maintenant on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi? C'est les réformes, c'est je ne sais pas quoi, les votes de la diaspora, c'est les réformes du cadre électoral. Oui. Et ça, on rentre dans le vif du sujet. Mais vouloir ne même pas aller au dialogue, il ne faut pas crisper la communauté internationale qui aujourd'hui soutient. Heurter les susceptibilités. Elle soutient, qu'on le veut ou non, en grande partie les revendications de l'opposition togolaise. Mais vouloir tirer trop sur la corde, vous allez choquer les gens. On est en diplomatie. Quand Macron dit allez au dialogue sans préalable, il sait de quoi il parle. Allez-y d'abord autour de la table, discutez et obtenez ce que vous voulez. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'irez jamais. Parce qu'aujourd'hui, pour estimer avant-hier, il y a quelques jours, à Abidjan dit quoi? Que je suis le seul. J'étais surpris d'entendre ce propos. Je suis le seul. La seule voix ne peut pas suffire. Oui. Montrer, parce que lui, il montre à la communauté internationale que lui, il veut le dialogue. Montrer à cette communauté internationale que vous aussi voulez le dialogue. Et allez-y. Oui, non, quand quelqu'un fait semblant de mourir, fait semblant de l'enterrer. Je crois que c'est comme ça doit aller. D'accord, très bien. Ça, c'est une hypocrisie. Oui, et puis on va finir là-dessus. Oui, c'est une hypocrisie. Il est l'heure. Oui, c'est une hypocrisie légendaire. Moi, je crois que ce qui va se passer dans les jours qui viennent, les Ghanéens vont revenir maintenant qu'ils ont eu le champ libre. Ils vont revenir. Il y aura un comité préparatoire qui sera mis sur place pour essayer un comité préparatoire du dialogue. Et puis après, je crois début décembre, après le sommet UE-Afrique, tous les présidents seront dégagés. Ils convoqueront un dialogue ici. Et donc ce comité préparatoire va baliser le chemin. Et selon ce que j'apprends ou les confidences que moi j'ai, l'ouverture de ce dialogue, il faut compter la première semaine de décembre. Et les chefs d'État viendront ici. Plusieurs chefs d'État viendront ici pour lancer officiellement le dialogue. Et puis après, le Ghanéen prendra les choses en main pour essayer de rester lui sur place pour quelques jours, pour essayer de faire avancer les choses. Maintenant, c'est dans la salle que chacun exposera maintenant ses idées. Très bien. Voilà. Les gens discuteront. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. On a fait l'essentiel. Merci Ferdinand Haïté. Je rappelle que vous êtes le patron de bi-hebdomadaire L'Alternative. Abi Alpha, le patron de l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Et Loïc Lawson, le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Abi Alpha, vous voulez dire quelque chose? Eric, au moins, accompagne-moi un jour à la mosquée. Mais pourquoi? Mais tu as fréquenté avec nous là-bas, presque dans la mosquée, non? Oui, je ne le demande pas. J'ai fait l'arabe. Shukran. Merci beaucoup. Merci à Jack Professeur qui a assuré la coordination technique. Non, juste un coucou, un clin d'œil à une maman à moi qui est du côté d'Atikoumé, qui sans doute me suit. Elle se reconnaîtra. Il faut donner le nom. Non, on ne donne pas le nom. Merci. Appelez-moi Erigato. À lundi. Sur Taxi FM, l'info roule. 93.1. Taxi FM.